Et ben, du coup, merci à tous d'être ici. Voilà, donc j'espère que tout le monde nous entend bien, voilà, peut allumer son micro, sa cam. Voilà, c'est, une séance interactive, c'est une masterclass. Donc cette semaine, sur le thème de l'animation des fresques à distance. Donc, animer une fresque, on en a beaucoup parlé, beaucoup entendu parler, c'est un vrai intérêt pédagogique que va nous expliquer Tania. Le faire à distance, est bien plus complexe, et pourtant beaucoup plus scalable. C'est pour ça qu'un certain nombre d'organisations, nous ont contactés, au sujet de l'animation, de fresques. Et c'est aussi, l'histoire de notre rencontre, Tania. Donc Tania, bah, écoute, tu vas te présenter de façon beaucoup plus complète que ce que je ne le ferai. Mais en tout cas, on se connaît déjà depuis, 2 ans, je dirais. Oui, ça va faire 2 ans, ouais. Voilà, et c'est une belle rencontre. Et je te remercie, du temps que tu vas nous consacrer, à nous tous pour nous expliquer en fait, pourquoi tu as choisi Global, pour animer en fait, les fresques, à distance. Voilà. Ça marche. Merci, Sophie. Moi, je suis vraiment ravie de passer ce temps avec vous tous et de vous partager ma façon de faire. Si ça peut être utile, ça me fait plaisir. Moi, je suis tombée un peu dans les fresques, par hasard parce qu'au départ, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aider, chacun à, développer des compétences et au fond, à se réconcilier à sa capacité d'agir. Parce que je suis un peu convaincue que savoir, c'est pouvoir. Et ça me fait plaisir, moi, d'imaginer vivre dans une société où chacun est plus responsable. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis vraiment au service de projets de formation et d'équipes, formation avec une petite spécialisation dans le digital, ce qui fait que j'ai un goût pour les outils. Donc autant les fraises, c'était un peu par hasard, autant Global, c'est pas du tout par hasard. Et je suis arrivée à la fresque du facteur humain qui, propose en fait d'éclairer pourquoi c'est si difficile de changer. Et apprendre, c'est bien accepter de changer en fait et passer d'un je ne sais pas à un je sais. Donc j'ai découvert cette fresque-là et vraiment j'ai adoré. Et puis après, pour le coup, j'ai une conscience écologique qui s'est développée et je suis partie me former et découvrir la fresque du climat et la fresque des nouveaux récits. Donc ce sont 3 fresques que j'anime, y compris aussi l'atelier Nos vies bas carbone. Vous l'avez compris, il y a au départ un lien vraiment avec mon activité professionnelle et puis après sur les fresques, plus une envie aussi d'apprendre à comment préserver une planète, un monde vivable pour mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc voilà, il y a un peu de tout ça dans l'univers des fresques pour moi. Donc en fait, moi, je vais surtout vous parler de la fresque du facteur humain, qui est peut-être pas la fresque que vous connaissez le plus, et que vous connaissez peut-être davantage la fresque du climat. Moi, j'anime des fresques du facteur humain depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, j'ai fait le choix de le faire sur Global. La fresque du facteur humain, c'est une fresque qui nécessite, pour que l'expérience soit réussie, du partage. On est bien sur une expérience de fresque ou dans le sens où c'est un atelier de 3 heures qui utilise des cartes et qui s'appuie sur l'intelligence collective. Mais à la différence de la fresque du climat où les cartes en fait proviennent du rapport du GIEC qui a été découpé en 42 cartes et en 5 lots qui sont distribués aux participants, qui reconstituent des liens de causalité et puis qui à l'issue discutent de possibles actions. La fresque du facteur humain, c'est une fresque qui s'appuie sur le partage en fait entre chacun des participants. Alors, on a des cartes qui présentent les biais ou les différents facteurs humains qui influent sur notre prise de décision, mais le contenu, le matériau, le cœur de l'atelier provient bien des participants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un facilitateur, il est crucial d'instaurer un cadre de sécurité qui soit vraiment fort et rassurant, en fait, pour que chacun soit en capacité d'avoir envie d'exposer un petit peu de sa vulnérabilité et de partager un petit peu. Moi, j'ai fait le choix d'animer à distance pour pouvoir
proposer un accès le plus large possible. Et ça me réjouit toujours quand dans une fresque, je vis en région parisienne, quand dans une fresque, je me retrouve avec des Parisiens, mais aussi avec des gens qui viennent de Bordeaux, de Marseille ou alors de Tahiti, comme ça a pu m'arriver. Donc ça, c'est quand même assez joyeux pour moi de pouvoir proposer vraiment cette expérience. Mais comme je vous le disais, moi, j'ai vraiment envie d'un cadre de sécurité et puis de proposer quelque chose qui amène autre chose. Donc, c'est pour ça que je suis allée chercher et que j'ai trouvé Global, en fait. Euh, dans Global, en fait, on voit tout de suite qu'on n'est pas enfermé dans des petits carrés comme dans Google Meet, Teams ou Zoom, autres outils de visio que vous connaissez et que vous utilisez et qui ont du sens à certains moments. Là, dans Global, on arrive déjà, vous le voyez, l'univers que Sophie a choisi pour sa masterclass, on arrive déjà dans autre chose. On est dans des poufs, on a des petits lapins, il y a des plantes, ça nous raconte une autre histoire. Ça plonge vraiment dans un autre univers. Moi, c'est ce que je voulais, en fait, amener quelque chose de décontracté. Vraiment. Et puis, je dois dire qu'il y a aussi un avantage qui est que finalement, la visio et le visage est moins présent. Donc, c'est un petit peu moins intimidant pour une personne qui aurait peut-être un peu de mal à prendre la parole, qui aurait besoin d'être davantage rassurée. Là, elle se sent un peu moins exposée, en fait. Donc, moi, j'aime jouer là-dessus pour amener vraiment un cadre qui soit réconfortant, qui puisse être sécurisant et favoriser la prise de parole de chacun. C'est vraiment pour ça, au départ, que j'ai choisi Global. Ensuite, j'avais vraiment envie de pouvoir faciliter l'expérience utilisateur en intégrant Miro directement dans mon outil de visio. Parce que la fresque du facteur humain, elle s'appuie principalement sur un grand board Miro. Et on le sait, j'imagine que là, parmi vous, il y a aussi d'autres formateurs ou facilitateurs. C'est pas facile, en fait, de jongler entre l'écran de visio et l'écran de collaboration. C'est un peu compliqué, ça fait des torticolis, les participants sont un peu perdus. Donc, moi, proposer une expérience vraiment intégrée, c'était pour moi aussi une façon de faciliter les choses. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai retenu la solution globale. Et puis, je dois dire quand même, à chaque fois, moi, j'ai un effet waouh, où les gens découvrent Global et ils sont amusés. Donc, ça contribue aussi à cet engagement, au fait d'être capable de déposer un petit peu la carapace pour pouvoir après vivre pleinement l'expérience de la fresque. Et puis, en définitive, la fresque du facteur humain, elle a vraiment pour objectif de réconcilier chacun à sa capacité d'agir. Toutes les fresques ont cet objectif-là aussi, hein. Mais vraiment sur la fresque du facteur humain, c'est vraiment éclairer et comprendre pourquoi, en fait, j'arrive pas à changer, j'arrive pas à adopter un comportement alors que j'ai envie de l'adopter. Et quels sont mes freins et quels peuvent être mes leviers. Alors, dans une expérience comme ça qui est assez puissante, je me voyais pas trop non plus imposer à mes participants que ça soit moi qui fasse les groupes et pas qu'ils aient la liberté de pouvoir évoluer comme ils veulent dans l'espace. Et c'est vraiment aussi pour ça que moi, j'apprécie Global, c'est qu'il y a toutes ces tables autour de nous que j'utilise pour le travail en sous-groupe, mais où en fait, chacun va aller librement, en fait. Donc, moi, il y a vraiment une notion aussi d'être congruent entre ce que l'expérience propose et la manière dont l'outil va permettre de vivre l'expérience. Oui, voilà donc les raisons. C'est ce qu'on on disait en fait. Voilà, c'est la gestion de la dynamique en fait des acteurs autant que la dynamique des contenus. Donc, si on synthétise un peu finalement les points clés, c'est un univers convivial puisque c'est très important de mettre à l'aise pour pouvoir libérer la parole des personnes. C'est l'intégration de Miro pour avoir un outil en fait qui soit prêt à l'emploi à l'intérieur des tables et ne pas jongler en fait entre différents onglets et donc finalement laisser concentrer les participants sur un seul univers.
alors qu'en fait, ils sont bien sur 2 univers, intégrés. Mmh. La fluidité, en fait, d'être dans un seul espace avec ce multi-table avec lequel tu vas jongler et qui, en plus, permet de multiplier, la composition des groupes, enfin de jouer sur la composition, de ces groupes pour justement, faire organiser cette dynamique des acteurs, tout en laissant la liberté aux participants de choisir le groupe avec lequel il va collaborer au cours des différentes séquences qui sont proposées. Alors, tu vas nous faire visiter ton espace pour montrer un peu comment ça se traduit finalement ça. Juste une question qui me paraît être importante. En fait, tu es formatrice de métier et tu fais de la conception d'ailleurs également de formation et de digitalisation de formation. Pourquoi la fresque, d'un point de vue pédagogique, est puissante en fait, et donc finalement quel dispositif particulier elle est plus intéressante en fait finalement un contenu qu'on viendrait transmettre de façon plus théorique. Ouais. Alors, là, je vais faire un peu une distinction entre la fresque du facteur humain et la fresque du climat et la fresque des nouveaux récits étant un peu entre les deux, qui sont les 3 fresques que je connais, Ouais. parmi la centaine qui existent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un atelier de 3 heures qui s'appuie sur de l'intelligence collective et en fait, on va être sur de l'apprentissage social, majoritairement. Où en fait, il y a quelque chose d'un peu gigogne qui se passe, qui est que en apprenant à comprendre les facteurs humains, au final, on les met eux aussi au service de notre apprentissage et notamment par le biais des interactions sociales avec les pairs qui sont là et qui se produisent par le partage en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que au final, vous vivez des expériences qui mémoriellement sont plutôt agréables normalement. Donc vous les ancrez encore plus profondément. Donc vous avez plus facile à aller ressolliciter le savoir. Vous apprenez avec les autres. Ça veut dire que ça va aussi vous permettre d'approfondir davantage. Et c'est pas un apprentissage qui est descendant, mais bien un apprentissage qui est plutôt horizontal. Donc on parle d'apprentissage social. Et puis, alors il m'en manque la motivation. Voilà, la motivation. En fait, ça s'auto-nourrit en fait, parce que le plaisir d'être avec les autres, d'appartenir à un groupe. Donc c'est le facteur appartenance sociale, mais et qui nous rassure, parce qu'on a besoin d'appartenir à un groupe pour se sentir en sécurité. Bah ça fait aussi que du coup vous êtes plus ouvert à l'apprentissage et que au final, bah ça, vous percevez davantage les gains par rapport aux efforts que vous fournissez, et donc vous avez l'impression d'apprendre plus. Vous êtes plus motivé et vous avez l'impression d'apprendre plus. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez vertueux qui s'installe dans ce type de fresque. C'est vrai aussi pour la fresque des nouveaux récits et sur la dernière partie de la fresque des nouveaux récits, où il y a vraiment de la collaboration et de la co-construction d'un nouveau récit. Sur les parties qui sont plus descendantes, comme ça peut être le cas sur une grosse partie de la fresque du climat, il y a un petit peu moins d'apprentissage, d'autant qu'il y a beaucoup d'informations dans la fresque du climat. Donc il faut juste gérer, avoir ça en tête en fait quand on organise une fresque. Qu'est-ce que je veux au final que les personnes retiennent? Avec quelles compétences je veux qu'ils repartent. Donc, en 3 heures, il y a quand même un peu d'humilité à avoir sur les compétences voulues à la sortie. En 3 heures, on ne change pas le monde ni l'être humain qui est présent. D'accord, donc ça met voilà. bien l'accent en tout cas sur l'importance des interactions et de mettre voilà, en position d'acteur finalement les participants. Exactement, parce qu'en fait, ce qui est renforcé, ça va être aussi le sentiment d'efficacité personnelle. J'ai réussi à partager quelque chose avec quelqu'un que je connaissais pas il y a 2 heures. Et puis, en plus, ça a été jugé intéressant. Donc, en fait, je suis capable de ça. Donc, je me sens vraiment, mon sentiment d'efficacité personnelle est complètement gonflé. Or, on sait à quel point il est important pour toute action, en fait. Si je me sens pas capable de faire, je fais pas. Donc, et apprendre, ça reste aussi une action. Voilà. Donc c'est vraiment, ça introduit quelque chose d'assez vertueux pour le coup. Super. Et ben écoute, je te propose de nous faire visiter ton espace. Ça marche. Et puis, je me rends compte aussi qu'en fait,
ce qui est proposé par Global dans la gestion des groupes, dans la gestion de la dynamique, en fait, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui se passe en salle. Bien sûr. Et moi, c'est ça que j'avais vraiment envie de proposer. Donc voilà, vous voyez, moi aussi, j'opte pour les canapés à l'arrivée, pour vraiment montrer qu'on ne va pas être en salle de classe, que ça ne va pas être une expérience descendante, qu'il va se passer autre chose. Donc ça suscite de la curiosité, ça suscite de l'intérêt. C'est un peu une accroche aussi, dès le départ, en fait. C'est très astucieux d'avoir mis un mobilier en forme de bonbon acidulé. C'est gai, ça met un appétit, voilà, ça amène vraiment tout de suite. Je pense que le message passe clairement qu'il va se passer autre chose que ce dont on a l'habitude. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel je souhaite que mes participants arrivent. De l'ouverture, de la curiosité. Donc, une fois que tout le monde est là, ce que je fais généralement, c'est que j'explique un peu comment naviguer dans l'espace global. Donc, le zoom, le dézoom, les tables, et comment pouvoir bouger d'une table à une autre. Parce qu'au final, moi, ce que je vais utiliser, c'est principalement ça pour le travail en sous-groupe. Donc, vous le voyez, mon espace, en fait, est paramétré de manière assez sobre, où j'utilise la table principale, donc avec ses canapés acidulés. J'ai en dessous la table 8 sur laquelle j'ai mis une météo des émotions et que j'utilise du coup en démarrage d'atelier pour expliquer comment on navigue d'une table à une autre, que les personnes comprennent bien que si elles quittent la table, elles ne m'entendent plus dans un mode normal et pas dans le mode du coup plénière, mais qu'elles ne m'entendent plus et donc ce sera important, avant le travail en sous-groupe, de bien attendre que j'ai fini d'expliquer la consigne avant de partir s'amuser sur les autres tables. Et puis, au final, donc là, vous le voyez avec le Zoom, moi, je vais utiliser les tables 1, 2, 3 et 4, quand on est 12, pour le travail en sous-groupe. Mais donc, c'est chacun des participants qui librement ira sur la table de son choix, sachant que je les informe de ce qui se trouve sur la table et qui est choisi par eux, en fait. Donc, on a du travail en sous-groupe à deux moments, en fait, sur les biais cognitifs et puis sur les autres facteurs humains qui influent sur notre prise de décision. Donc, il y a beaucoup de cartes. Donc, en fait, ce sont vraiment les participants du jour qui vont choisir les biais et qui vont choisir les facteurs. Donc, c'est eux qui décident. Et moi, je les informe bien de ce qui se trouve sur telle ou telle table et ils choisissent, du coup, selon leur envie. Sachant que la consigne, c'est plutôt de mixer les groupes. Une fois que j'ai fait un biais avec Pierre et Paul, j'essaye d'aller voir Marie et Jacques pour le deuxième temps de travail en équipe, en tout cas, pour pouvoir partager le plus possible. Et c'est vraiment en ça qu'il y a vraiment ce point fort de cette liberté qui, moi, me convient bien, qui ramène chacun en position de choisir et d'agir et qui me libère de la tâche cognitive de créer les groupes aussi sur les autres outils de visio. C'est aussi plus léger pour moi, pour ma facilitation. Et vous avez vu que j'ai aussi paramétré la table 5 de manière à ce que les participants puissent tester. En fait, parce que forcément, quand on découvre, on a envie de toucher à tout, de voir ce qui se passe. Et du coup, ça pouvait créer des petits soucis sur ma table principale. Et alors, du coup, j'ai vraiment créé cet espace de test. Et moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'utilise pas la table 7 et la table 9. Ça pourra toujours venir. On sait jamais. Donc, principalement, moi, j'utilise la table principale et je l'utilise avec Miro. Donc, j'intègre vraiment Miro à l'intérieur. Voilà, c'est un plan. Et donc, en mode d'affichage, afficher le contenu, eh bien, on va passer la majorité de l'atelier sur Miro, en fait. Ou après, moi, j'utilise pas le déroulé dans Global parce qu'en fait, tout mon déroulé est dans Miro. Et puis, en termes de gestion du temps, j'ajuste avec le vivant de ce qui se passe pendant l'atelier. Donc, tous mes contenus sont vraiment là, moi, présents dans Miro. Donc, à part le temps d'accueil, où on va se retrouver en mode canapé, explication, le temps de reprise après la pause et éventuellement le temps de clôture, on est en majorité en mode d'affichage, agrandir le contenu et sur Miro pour travailler. Ce qui fait que du coup, moi, j'utilise pas le déroulé, j'utilise pas la synthèse qui est proposée par Global parce qu'au final, ma synthèse,
moi, je l'obtiens via Miro. Voilà, je ne vais pas vous faire forcément le tour des contenus de la fresque, mais vous voyez, ça se passe autour d'un plateau et puis on a différentes cartes. Ce que j'utilise aussi quelquefois, ce sont les sondages, où en fait, vous voyez que j'ai quelques petits sondages comme ça, en fonction du groupe, en fait, en fonction de mon humeur du jour. Mais souvent, en fait, j'utilise le comment ça va, qui est à la reprise de la pause, en fait, pour être sûr que tout le monde va bien, que personne n'en peut plus, que personne a eu un mauvais mail pendant la pause et puis du coup, il est plus concentré sur la fin de l'atelier. Ben, voilà, j'utilise le sondage à ce moment-là pour faire une prise de température rapide. Et ce que j'utilise aussi, moi, c'est du coup envoyer une annonce à toutes les tables que j'utilise quand c'est la fin du travail en sous-groupe. Alors, je l'ai dit, j'utilise pas le déroulé parce que j'utilise en fait les outils de Miro pour ma facilitation et les timers, je les mets dans Miro. Donc du coup, une fois que ça sonne sur chacune des tables, j'envoie vraiment ce petit message. Il est temps de revenir sur la table principale pour que chacun puisse vraiment revenir et on se parle tous ensemble. Alors, je sais bien qu'on pourrait du coup fonctionner en plénière et chacun reste sur sa table, mais vous avez compris, moi, c'est pas ce dont j'ai envie parce que j'ai envie qu'il y ait vraiment un croisement dans les participants. Donc, c'est exprès que je les amène à revenir sur la table principale. On partage, on débriefe ensemble parce qu'on va aussi co-construire la fresque. Et puis après, quand on repart en sous-groupe, je les invite vraiment à se mêler à nouveau à d'autres personnes. Vous voyez, j'ai l'impression que j'ai fait le tour du propriétaire. Donc, du coup, en fait, les participants naviguent d'une table à l'autre au fur et à mesure. Tu n'utilises pas le timer non plus, du coup? Non, moi, j'utilise pas le timer parce que j'utilise celui de Miro. D'accord, ouais, qui est directement intégré sur l'outil. Alors, il y a un élément que tu me disais qui t'arrange beaucoup aussi par rapport à, par exemple, du Zoom plus Miro. C'est le fait que Miro, tu m'expliquais, est un outil qui est relativement complexe, hein, puisqu'il faut donc se balader en fait sur un board, et donc du coup, en fait, chaque table a son board. Oui. Ce qui évite de se perdre. Ouais, tu as raison, Sophie. Effectivement, moi, j'ai fait ce choix-là. Je pourrais tout mettre sur un seul board. Mais en fait, c'est vrai que souvent, moi, je me retrouve face à des personnes qui sont pas à l'aise avec Miro et pas à l'aise avec des outils digitaux d'une manière générale. Alors, dans mon mail d'invitation, j'envoie un lien vers un petit exercice de prise en main de Miro. Mais c'est pas parce que je l'envoie, c'est pas parce que c'est à disposition que les gens le font. Et donc, il y a des personnes qui le font, puis il y a des personnes pour qui ça reste difficile. Et je suis pas là dans une formation Miro, donc j'ai pas non plus envie de faire perdre du temps à tous les participants pour assurer une montée en compétences convenable. Donc, je vais vraiment à l'utilisation la plus simple pour tout le monde. Du coup, effectivement, sur chaque table, j'ai un board spécial. Vous voyez, il s'appelle table 1. Sur la table 2, il s'appelle table 2. Enfin, vous avez compris le principe. Sur lequel je pose des cartes, en fait, autour desquelles vont échanger et réfléchir les participants. Et puis, quand on revient, quand on revient sur la table principale, moi, sur une fenêtre à côté, pour le coup, moi, j'ai une deuxième fenêtre, je vais chercher les post-it et je les recolle sur la fresque pour que tout le monde voit et partage. Et au final, ce qui est réalisé par toute l'équipe, c'est vraiment un enrichissement de ce plateau que vous voyez là, qui peut ressembler à un œil avec une iris et puis les différentes zones. Et c'est ça qui va être enrichi. Donc, je vais recoller les post-it, mais vraiment de manière à ce que ça soit le plus facile pour tout le monde. Voilà. Donc, ça, ce travail-là pourrait tout à fait se faire aussi sur Draft, par exemple, sur n'importe quel autre tableau de post-it. Ce que je précisais peut-être, c'est que effectivement, au départ, les gens de la fresque du facteur humain avaient mis les choses sur Miro, donc il y avait une forme de simplicité à utiliser Miro. Sur Draft, en fait, donc on a une intégration qui est plus profonde presque que sur Miro. Et surtout, on a travaillé en fait avec nos interlocuteurs de Draft, c'est aussi une solution française, pour qu'on ait des choix d'ergonomie qui soient les mêmes. Donc, par exemple, on a des boutons qui sont
par exemple, le bouton de synchronisation, c'est exactement le même. On a travaillé des comportements de souris aussi qui sont les mêmes, de façon à ce que l'élément dont tu parlais tout à l'heure, de comment est-ce qu'on fait pour que les gens ne se perdent pas, etc., soit travaillé aussi en amont, en fait, par les développeurs. C'est la chance de travailler, en fait, avec des partenaires aussi. Super. Il y a également probablement des questions qui vont émerger des uns et des autres sur la visite de ton espace. Je pense qu'on a bien compris en fait la façon dont tu faisais naviguer les participants. Il y a un point essentiel que tu dis au début, qui est l'appropriation de l'outil. Et j'aimerais bien que tu en parles, parce que ça peut être un des points qui fait peur à nos nouveaux utilisateurs, de dire « Ah, mais comment est-ce qu'on fait quand on a que 2 heures avec des participants pour qu'ils s'approprient l'usage de l'outil ?» Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Ça marche. Moi, j'ai vraiment jamais rencontré de difficulté là-dessus, si ça peut rassurer. Parce que je vois des participants qui ont soit de la curiosité, puis qui découvrent tout seuls qu'autour de leur bulle, en fait, il y a des réactions impossibles. Et puis que en gardant le pointeur de la souris dessus, on peut se déplacer. Voilà. Après, pardon, c'est un peu décousu ce que je raconte, mais tout dépend de l'usage que vous voulez faire. Donc, pour moi, il faut bien avoir en tête, encore une fois, quelles compétences vous voulez que les personnes acquièrent grâce à ce que vous allez leur expliquer. Moi, je veux juste que les personnes soient capables de passer d'une table à une autre. Donc, il faut qu'ils comprennent cette histoire de zoom et de dézoom avec la molette ou avec le plus et le moins, qui sont en bas à droite. Donc, je veux qu'ils comprennent ça. Et parce qu'au final, qu'ils se déplacent d'un pouf à un autre, personnellement, dans la fresque du facteur humain et mon animation, ça me sert à rien. Par contre, qu'ils aillent travailler en sous-groupe, ça c'est important pour moi. Et la deuxième chose que je veux qu'ils comprennent, c'est les modes d'affichage. En fait, donc que là, c'est un peu compliqué pour partager Miro tous ensemble, c'est petit. Que si on passe comme ça, forcément, on voit un peu plus et c'est plus facile pour collaborer. Alors là, je suis toute seule, donc il n'y a pas d'autres bulles qui s'affichent à gauche. Mais moi, c'est les 2 points sur lesquels j'insiste. Ça me prend 3 minutes et c'est réglé, en fait. Il n'y a vraiment pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tania. Voilà. Est-ce que vous-même, vous avez l'habitude d'animer à distance et puis des fresques? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que c'est un point qui fait partie des projets, par exemple, de l'année? Moi, je veux bien éventuellement ajouter un petit témoignage. Ouais, bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Moi, j'anime également des fresques à distance et j'ai également choisi Global. La différence de Tania, j'ai pas un collectif derrière, donc moi j'étais partie sur Draft parce que justement j'ai commencé à développer ça au moment où j'étais déjà chez Global et que je savais qu'il y avait une facilité avec Draft. Donc j'ai tout mis sur Draft et je me suis rendu compte au fur et à mesure des ateliers que les participants ils étaient perdus dès qu'on les met sur un tableau collaboratif, un peu comme ce que tu disais Tania sur le côté voilà, il y en a certains avec l'outil digital, ils sont vraiment pas à l'aise. Mais en fait, du coup, doucement, j'ai quitté, je garde sur Draft, mais c'est moi qui renseigne les post-it, les choses, et je leur envoie après un PDF qui reprend sur Draft un élément qui permet de voir le parcours graphiquement. Mais en fait, je m'en sers juste comme une toile de fond de récap, et finalement, j'ai tout retransféré sur Global. À la fois les timers, le parcours, le déroulé, tout. Et ils adorent. Ils adorent parce que c'est beaucoup plus fluide, ça évite qu'ils se perdent sur les zooms, le pourcentage d'affichage, c'est trop petit, ils se sont perdus, ils se sont déplacés sur la carte sans voir. Mais en fait, dans Global, ils adorent. Et donc, depuis que j'ai fait ça, ça marche beaucoup mieux. Voilà, je voulais juste partager ça. Merci de ce témoignage, Audrey. Merci beaucoup. C'est vrai que, en fait, pour Global, quand on fait réfléchir sur la note collaborative, en fait, qui est hyper simple d'utilisation, c'est moins visuel, mais c'est hyper simple d'écrire.
Après, le côté, enfin voilà, tableau collaboratif avec les post-it, c'est le côté très visuel qui est intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que, tout comme vous, Audrey, moi j'essaye de simplifier au maximum sur Miro. Les post-it sont déjà présents. Et si même les personnes n'arrivent pas non plus simplement à saisir le post-it, j'écris pour elles. En tout cas, oui. L'idée, c'est pas de créer de la complexité, mais bien de faciliter les échanges. Tout à fait. Moi, c'était dans cet esprit que je me suis mis à revenir sur Global parce que quand on multiplie les outils, les interfaces, ils sont pas très à l'aise. Et finalement, comme l'idée, c'est quand même de faciliter les choses, de tout mettre dans un seul outil. Et puis, c'est vrai que Global permet de tout faire, en fait. Donc, tout à fait. Donc, c'est pratique. Et j'aimerais compléter ce témoignage avec du vécu pas plus tard que la semaine dernière. La difficulté des murs, comme Miro, Mural, elle est pas évidente, même pour des gens qui sont dans l'industrie. Par exemple, j'assistais à un sommet, pour vous dire, de coach agile d'un groupe informatique mondial, et on en a perdu la moitié. Parce qu'il y en avait qui comprenaient plus où était la zone active, où était... Ça peut être vite des sables mouvants pour n'importe qui. Alors là, j'ai lancé un petit sondage en même temps. Je me suis permis. Et donc, du coup, vous pouvez répondre, valider. Voilà, on a 8 votants, 9 votants. Super. Tout le monde participe. Voilà. Génial. Magnifique. Donc, merci pour vos votes. On a 12 votants. J'arrête. Je le diffuse. Donc, la plupart d'entre vous n'ont pas encore animé de fresque. Donc, voilà. Mais je pourrais lancer un autre sondage d'ailleurs, de savoir si vous avez l'intention d'en animer une. Sachant que la fresque, c'est un bon point de départ, un dispositif plus profond en fait. Mais c'est un temps de rencontre qui va permettre de lancer la discussion au final, quelle que soit la fresque, pour le coup. Ouais. Intéressant. Très intéressant. En termes de, alors là j'arrête le sondage et je vais le diffuser. Vous allez voir qu'en fait c'est très intéressant, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous n'ont encore jamais animé de fresque, mais vous avez l'intention d'essayer l'animation d'une fresque pour l'extrême majorité d'entre vous. Donc ça c'est super. D'ailleurs, un élément important, les KPIs. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner quelques données sur le retour en fait des participants sur l'animation d'une fresque? Comment eux ont perçu l'atelier auquel ils ont participé? Ok. Bon, alors c'est un peu au doigt mouillé. Je suis désolée, il n'y a rien de structuré à l'heure actuelle. C'est prévu pour 2025. Mais là, ce que je peux dire, c'est que à chaque fois, moi je vous dis, j'en anime une par mois sur Global. À chaque fois, j'ai au moins un participant qui est ravi d'avoir découvert en plus Global, parce qu'ils sont souvent surpris en fait. Ils sont inscrits pour vivre une fresque et oh waouh, au bénéfice additionnel, ils ont découvert un autre outil. Donc il y en a au moins un à chaque fois qui me l'exprime. Mais en tout cas, ouais. Et en tout cas, la majorité, pardon, ça peut passer pour un manque de modestie, mais j'ai jamais eu un participant qui m'a dit l'expérience a été horrible, je reviendrai plus. Et donc, ce que je me dis, c'est que l'expérience est agréable parce que les outils rendent ça aussi agréable. Alors, il y a une partie moi, mais il y a aussi les outils vraiment qui facilitent ça. Donc voilà, c'est vraiment du doigt mouillé. Je suis désolée là-dessus. Très bien. Alors après, les autres indicateurs, c'est vrai que tu nous les as partagés au début de la séance en nous disant, ben voilà, le gain de temps de préparation, parce que finalement, tu as toujours ton même espace qui est, enfin, tu as un espace qui est toujours préparé pour l'animation des fresques. Tes miros existent déjà, donc c'est de la duplication. Oui, moi j'ai des modèles de mail, j'ai mon template sur Miro, donc en fait, mon animation, ça me prend 5 minutes à l'organiser en fait. Ouais. Ça, c'est super important, le côté hyper scalable. Super.
Ok, donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, interventions, il me reste à vous remercier de votre présence, de votre participation. Un grand merci, Tania, pour ce témoignage. On dit souvent, et c'est pour ça qu'on multiplie ces masterclass, que ce sont nos clients qui en parlent le mieux. Et de partager ces usages comme ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, hein, c'est de l'apprentissage entre pairs aussi. Donc, j'espère que ça leur a donné envie à ceux qui ont répondu oui à la question « Avez-vous l'intention d'animer une fresque ?» J'espère que ça leur a donné envie de le faire. Et voilà. Ouais, mais j'espère aussi que ça vous aura été utile et j'en serai ravie si c'est le cas. Génial. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes.